Je m'appelle Alexandra. Je me trouve en Namibie, en plein cœur de la savane, et je suis accompagnée par des guides africains hors pair, les San, aussi connus sous le nom de Bushmen. Je viens d'un monde très différent du leur, celui de la mode et du mannequinat. Mais aujourd'hui, je dirige une fondation en Afrique, et je passe le plus clair de mon temps dans la nature. J'accompagne les Bushmen depuis quelques mois seulement, et j'ai déjà beaucoup appris à leur côté. Ils savent décoder les empreintes laissées par un animal. Ils peuvent déterminer sa taille, savoir s'il est blessé, ou encore à quel moment il est passé par là. Il colle son oreille au bout de la tige, et s'il y a du mouvement, il l'entend, car le son passe par cette tige creuse. La nature fournit aux Bushmen tout ce dont ils ont besoin, comme du miel caché dans un tronc d'arbre mort. Ils m'ont appris à allumer un feu et à trouver de l'eau. Certaines plantes en regorgent, et pour la recueillir, il suffit de creuser jusqu'à leurs racines. Ah oui. C'est très amer. Leur connaissance de la nature est unique. Ils décryptent toutes les histoires qu'elle raconte. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je crois que je commence à percer leur mystère. Ma présence aux côtés des Bushmen est l'aboutissement d'une longue aventure. Tout a commencé il y a des années lorsque j'ai quitté la Norvège pour aller travailler à Paris et à New York comme top modèle. Je vivais à 100 à l'heure et un jour j'en ai eu assez. J'ai choisi un pays au hasard sur la carte et j'ai atterri en Namibie. Je comptais rester 3 mois et 5 ans plus tard j'y suis encore. J'ai commencé par travailler dans le refuge de Harnas. J'ai beaucoup appris au contact des animaux. Ils m'ont aidé à faire mes premiers pas dans l'inconnu. Tout d'un coup, j'ai entendu un ronronnement puissant. Les guépards se sont allongés sur moi et ils m'ont poussé du lit. Quand je me suis réveillée le lendemain, j'avais le visage tout rouge parce qu'ils l'avaient léché toute la nuit. En ce moment, je vis avec les Bushmen dans le nord-est de la Namibie. Et aujourd'hui, ils m'ont invité à aller chasser avec eux. C'est un immense honneur pour moi. Il y a 2 jours, les hommes sont venus chercher leur famille au village. Tout le monde doit faire des réserves pour la saison des pluies. Nous montons le camp pour les semaines à venir. Après avoir bien nettoyé le terrain, nous construisons les huttes. J'essaie d'en apprendre le plus possible pour me rendre utile. Nkoché est la doyenne. Elle me traite comme sa fille. Ils vont faire 6 trous de plus. J'ai ramassé du bois avec les femmes pour construire les huttes. Il n'y a plus qu'à monter les structures et les recouvrir d'herbe. Ils ne dorment pas dans ces huttes, sauf pendant la saison des pluies. En ce moment, ils s'en servent pour se mettre à l'ombre dans la journée. J'ai l'impression de voyager dans le temps. Les Bushmen construisent des abris comme ceux-ci depuis des milliers d'années. Ce sont les plus anciens habitants de l'Afrique australe. Ces chasseurs-cueilleurs parcourent la savane depuis plus de 40 000 ans. Leur mode de vie est resté traditionnel, mais les bons chasseurs se font rares.
Pour les aider à perpétuer cette relation intime avec la nature, ma fondation a lancé un nouveau projet, l'école des pieds nus. L'idée de cette école est que les anciens apprennent aux plus jeunes à décrypter la nature, à trouver des fruits et des plantes médicinales, pour transmettre ce savoir-faire traditionnel et permettre à leur culture de survivre. Les plus âgés sont les seuls à connaître encore la nature. Ce sont eux les chasseurs. Il n'y a pas de chasseurs jeunes. Alors, on essaie de faire le lien entre les générations. Je suis ici depuis quelques mois et j'apprends lentement tous les jours. Si je ne comprends pas leur culture, mon projet ne restera que théorique. Il doit être ancré dans la pratique. Pendant la saison des pluies, les familles se rassemblent au village. J'en profite pour essayer d'apprendre leur langue. Ils se montrent très patients avec moi et on s'amuse bien. Je comprends quelques mots de leur dialecte, caractérisés par des claquements de langue. Et je peux échanger en afrikaans avec certains hommes. La première fois que je suis arrivée au village, ils m'ont accueilli comme si j'avais toujours vécu avec eux. Et même si je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient, il y avait une complicité, comme si on se connaissait depuis toujours. Le camp est monté en quelques heures. Les hommes partent ensuite dans la savane chercher du venin pour leurs flèches. Jonas et Mosi veulent trouver des coléoptères, de genre Diamphidia. Leurs pupes sont cachées dans le sable, sous un buisson que les Bushmen savent très bien reconnaître. Les coléoptères pondent sur les tiges de myrrhe africaine. Leurs larves se nourrissent des feuilles de l'arbuste. Elles tombent ensuite du buisson, puis enfouies dans le sable, elles se transforment en pupes, stade de développement intermédiaire entre l'état larvaire et adulte. Ces cocons contiennent une substance toxique que les Bushmen utilisent pour chasser. Jonas et Mosi prennent ce dont ils ont besoin et laissent les cocons vides. Les pupes peuvent n'éclore qu'au bout de plusieurs années, donc l'approvisionnement est constant. Les hommes ouvrent les pupes et les enroulent autour de leurs flèches comme des spaghettis. Kui me raconte qu'il a un jour été touché par une flèche empoisonnée. Les chasseurs qui l'accompagnaient ont tout de suite aspiré le venin avec leur bouche. Une fois l'opération terminée, les flèches sont séchées près du feu. Ils préparent une poudre à base d'une plante appelée bobgunia. La pointe et le haut de la flèche sont imbibés de venin. Et ils le mélangent à cette poudre pour empêcher l'animal d'uriner. Une fois que la flèche est plantée dans la chair, le venin passe directement dans le sang et commence à agir. Ils font ça pour éviter que l'animal n'évacue le venin. C'est aussi plus respectueux de l'animal, parce qu'il meurt plus vite. C'est incroyable. Ça pousse dans les arbres et ça empêche d'uriner. Nkoché est décidément très attentionnée avec moi. Elle m'offre un collier qu'elle a elle-même confectionné.
Ini main stand eh. Wat lach je wat? Yok bayağı. Altijd. J'adore ces moments passés autour du feu avec les Bushmen. Ils sont toujours détendus et ils racontent des histoires. Ce soir, tout le monde pense à la chasse de demain. Nous sommes partis très tôt ce matin. Il y a quelques minutes, les chasseurs ont repéré des empreintes de porc-épic toutes fraîches. Elles nous conduisent à un énorme terrier. Si le porc-épic est à l'intérieur, nous devrions l'entendre. Joseph descend dans le trou pour voir où se cache l'animal. Puka, le plus âgé des hommes, descend par la deuxième entrée. Ce terrier a probablement été initialement creusé par un Oryctérope du Cap, également appelé cochon de terre et grand amateur de termites. Ils savent que le porc-épic est là. Ils avancent dans les galeries pour le piéger dans un coin. Ensuite, ils vont frapper le sol de la main. C'est pour ça qu'on est là. On attend le signal de Joseph, qui est en ce moment dans la galerie en train de coincer le porc-épic. Ce sont de gros porc-épics, rien à voir avec ceux qu'on voit en Europe. Ils font au moins 20 kilos. Je ne voudrais pas être là-dedans. Les hommes ont trouvé l'animal, mais il se cache à plus de 2 mètres sous terre. Il va falloir creuser pour le débusquer. Trouver le porc-épic est une chose. Mais creuser un trou pour atteindre l'endroit où il se cache, c'est une autre histoire. Leurs outils, fabriqués avec si peu, sont impressionnants. Mais une pelle serait bien plus utile. Je ne pense pas que nous pourrons y arriver aujourd'hui. Le jour décline déjà et chasser la nuit est impossible. L'hiver, le soleil se couche tôt et les nuits sont très froides. Nous décidons de continuer demain. Joseph et Jonas vont boucher les issues avec des branches pour que le porc-épic ne puisse pas s'enfuir. Puka est en train de descendre dans un autre terrier parce qu'il pense que le porc-épic s'est déplacé pendant la nuit. Apparemment, l'animal est juste là. Alors il essaie d'agrandir le trou. Le porc-épic est tout près. Je ne sais pas comment il fait pour s'approcher de lui malgré ses piquants.
J'ai entendu grogner 2 fois. Je crois qu'il est mort. Le porc-épic est beaucoup plus gros que je n'imaginais. Hij is groot. Puka me montre à quel endroit l'animal a été touché. Daar zou hij omgesteek. So he managed to get Il a there réussi à planter la flèche dans le flanc inférieur, underneath, là où il y a le outside, moins de piquant. where it's a little bit less C'est plus close, accessible. but easier to get through. Nous arrachons les piquants les plus gros. Les plus petits brûleront avec l'animal dans le feu. Aïe. Puka sort un autre porc-épic du terrier. Is dat ja? Je ne savais même pas qu'il y en avait 2. Zo. Zo van hulle stap dan raak dit zo. Ah, I see. So this is a, C'est une grosse femelle. and here Et là, he showed me il this. vient de me montrer que c'est un mâle. This is a man. Yeah, he has a C'est le male pénis part. qu'il vient de me montrer. He's showing me. Yeah. He has a male C'est un part. mâle, oui. Les piquants ont un dessin magnifique. Les Bushmen s'en servent pour se faire des coiffes et ils vendent le reste aux touristes. Une fois les porcs-épics vidés, ils sont jetés dans le feu pour les débarrasser des derniers piquants. Un seul animal peut nourrir toute une famille pendant plusieurs jours. Les chasseurs mangent en premier. Ils l'ont bien mérité. Ils font ensuite griller la peau. So after 2 days of Après 2 jours passés à marcher, traquer l'animal et creuser, finally these guys, the hunters, les chasseurs ont la primeur de manger les reins, le foie the liver et le and cœur. the heart, but their favorite is the Mais leur back morceau part, préféré, c'est le dos du porc-épic, la the peau. skin. And that is what Ils some appellent people ça le call haricot. beans. It's like C'est their un peu comme du bacon. that's what they look Ils for. en raffolent. Then the rest of the meat Ils they vont bring rapporter back le into reste de the la camp. viande à leur famille. So now On va voir we'll quel see goût what ça a. this tastes like. Kan. Dat is lekker. This tastes like C'est comme les barbecues chez moi. barbecue at home. C'est bon, le porc-épic. Say, Yusuf. Gaba. 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 Aujourd'hui, j'accompagne les femmes. Elles ne se séparent jamais de leur bâton.
C'est un outil multi-usage, sûrement le plus ancien du monde. Les femmes sont capables d'identifier tous les arbres et toutes les plantes, notamment celles qui sont comestibles. On cherche du tcha, une sorte de patate sauvage. Cette herbe sèche cache sous terre un tubercule plus gros. C'est bon? Ça a un goût de carotte. La cueillette quotidienne est une tâche exclusivement réservée aux femmes. Les hommes se concentrent sur la chasse. Aujourd'hui, ils veulent poser des pièges à oiseaux. C'est un dispositif très ingénieux. Tous les composants viennent de la nature. Le bois, la corde de tension et la ficelle. Joseph a ajouté un fruit en guise d'appât pour attirer les pintades. Au déclenchement de l'amorce enfouie dans le sable, la corde de tension va libérer le morceau de bois et tuer l'animal sur le coup. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Un troupeau d'éléphants approche. Joseph est inquiet. S'il y a bien une chose qui fait peur aux Bushmen, ce sont les éléphants. Ils piétinent tout sur leur passage. Les pièges, et parfois même le campement. Certains sont extrêmement agressifs. Joseph observe le jeune mâle du troupeau. Puis, prudemment, il reprend le chemin du camp. Plusieurs milliers d'éléphants vivent sur le territoire de ces Bushmen, qui s'étend de la réserve de Nai Nai au parc national de Kodum. Ils migrent par troupeaux entiers, de l'Angola au Botswana, en passant par la Namibie, dans les deux sens. Les éléphants sont très nerveux, car beaucoup sont capturés, traqués et abattus à l'extérieur des parcs. Ils sont encore plus dangereux quand il y a des éléphanteaux dans le troupeau. Les femelles sont très protectrices et deviennent vite enragées si elles se sentent menacées. Je les ai déjà vus à l'œuvre et je ne suis pas étonnée que les Bushmen s'en méfient. Mais si l'on observe les éléphants en silence et avec précaution, c'est un spectacle d'une beauté inoubliable. Les femmes cherchent un arbre bien précis. Ces noix constituent la base de leur alimentation. Ce sont des noix de mongongo. On les a ramassées au pied de l'arbre qui se trouve derrière nous. Les femmes ont expliqué qu'il fallait chercher les arbres femelles, car les mâles ne donnent pas de fruits. Elles cassent la coque après avoir fait griller les noix dans le feu. Puis elles les mangent comme ça. Ou bien elles les pilent pour en faire une soupe. Et elles les mangent. Les noix de mongongo sont très riches en graisse et en vitamines.
Elles sont nourrissantes et c'est essentiel pendant la saison des pluies, quand la chasse n'est pas très fructueuse. Le mongongo est l'arbre de vie des Bushmen. Ils construisent toujours leur camp à proximité. En ce moment, on est en pleine saison sèche. Il n'y a de l'eau nulle part. Il n'y a que du sable et de la poussière. Les feux de brousse menacent de nous encercler. C'est totalement différent en février. La Namibie est une région d'extrême, à la saison sèche comme à la saison humide. On peut ne pas voir un seul nuage pendant des mois, et soudain, en quelques secondes, un orage violent peut plonger le désert dans l'obscurité. La saison des pluies n'est pas de tourpeau pour les Bushmen, surtout pour les chasseurs. L'eau efface toutes les empreintes des animaux. Les puits salants de la réserve de Nai Nai se remplissent d'eau en quelques semaines. Le Kalahari desséché se change alors en un luxuriant paysage tropical. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre Kamaché de venir marcher avec moi. Il n'est pas à l'aise avec toute cette eau. L'été, les flamants roses viennent se reproduire dans la réserve de Nai Nai. Observer ces oiseaux dans un paysage semi-aride paraît invraisemblable. Il y a encore quelques jours, il n'y avait ici que du sable et des broussailles. Maintenant, le sol est tapissé d'herbes et de fleurs. Pour les femmes, c'est une saison d'abondance, car c'est le meilleur moment pour cueillir des légumes frais. Nkoché vient de m'expliquer que ça s'appelle du gumikara. Ça ressemble un peu à nos épinards. Elle les plonge dans l'eau pour en faire une soupe. Parfois, elle les mange avec du pap, une bouillie de maïs, simplement pour rehausser le goût. On pourrait se croire dans un pré fleuri en Norvège, s'il ne faisait pas aussi chaud. Les plantes ne poussent pas près du camp, mais en plein milieu de la brousse. Les femmes doivent parfois marcher plus de 30 km pour cueillir les plantes dont elles ont besoin. C'est une communauté très solidaire. Les Bushmen font tout ensemble. Ramasser, cueillir, cuisiner. Pour eux, on ne peut manquer de rien à partir du moment où l'on partage. On doit enlever toutes les feuilles, une par une. Ensuite, on nettoie le chaudron et on laisse tremper les feuilles dans l'eau. Puis on change l'eau et on la fait bouillir jusqu'à ce que les feuilles, comme les épinards, deviennent toutes molles. Parfois, elles ajoutent des noix de mongongo en poudre. Elles les pilent et elles les mélangent à la soupe pour lui donner du goût. Le résultat est une soupe très bonne pour la santé et très nourrissante. Les fleurs et la verdure ne durent pas longtemps. En mai, les derniers nuages disparaissent dans le ciel. S'ensuivent des mois entiers sans une goutte de pluie.
Les éleveurs de bétail allument délibérément des feux de brousse car les cendres permettent à l'herbe de repousser plus vite. Très souvent, ces incendies s'étendent au-delà de tout contrôle et la savane ressemble à un immense brasier. Les Bushmen accueillent ces incendies avec bienveillance. Les animaux sauvages viennent chercher de l'herbe fraîche sur la terre brûlée et leurs empreintes sont facilement détectables sur le sable et les cendres. C'est l'heure de repartir à la chasse. Une fois de plus, les hommes font une exception pour moi, puisque c'est une activité exclusivement masculine. Mais il faut que je me rende utile. Elle m'a donné une poche. Je la porterai pendant toute la durée de la chasse. Comme ça, quand on attrapera un animal, ce qui arrivera, j'en suis sûre, je m'en servirai pour rapporter la viande ici. C'est la grande aventure. Nous commençons par chercher une piste. Les hommes découvrent de nombreuses empreintes d'oryx, un grand mammifère proche de l'antilope. Mais ils cherchent des traces fraîches qui indiqueraient que les bêtes ne sont pas loin. Pas loin, pour les Bushmen, peut vouloir dire 60 km. Et par cette chaleur, c'est une véritable épreuve. C'est le moment de faire une pause. Il vient de trouver une racine gorgée d'eau. Je n'arrête pas de lui dire que j'ai soif depuis ce matin, alors il a cherché cette racine. Il est en train de la déterrer. Je n'ai encore jamais vu ça. C'est super. Elle est enfouie très profond. Il faut creuser encore un peu. Mais on peut déjà l'entreapercevoir. Il faut creuser autour pour aller la chercher. C'est énorme. Elle est lourde. Joseph m'a expliqué qu'il existe deux types de racines dont ils font un usage distinct. La première racine est amère. Ils la râpent, ils récupèrent la pulpe et la pressent pour faire sortir l'eau. Celle-ci, ils la nettoient, la découpent en morceaux et la mangent. Elle est vraiment énorme. C'est comme manger de la pastèque. C'est super bon. Nous nous enfonçons toujours plus loin dans la savane. Ces chasseurs semblent être infatigables. Ils ont aperçu quelque chose. Un oryx. Ils ont repéré un troupeau d'oryx caché dans les fourrés. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Nous devons nous rapprocher le plus possible des animaux. Ils sont juste là. Je pense qu'ils vont essayer de les contourner pour tirer. Les oryx ont manifestement senti ou entendu quelque chose, mais ils ne bougent pas. Les chasseurs organisent l'offensive.
Ils ne sélectionnent leurs flèches que maintenant. Les oryx ont flairé le danger. Nous devons agir en quelques secondes. Ils ont vu les oryx, mais le vent a tourné et ils se sont enfuis. Les hommes ont commencé à tirer, mais ils ne sont pas sûrs d'avoir atteint leur cible. L'une des flèches s'est brisée. Kui pense que c'est une branche qui a cassé la flèche. Ils n'ont pas trouvé la pointe. Donc ils ne savent pas si elle est dans l'oryx. On va voir. Il faut continuer à chercher. C'est un poison lent. Si un oryx a été touché par une flèche, il va courir le plus vite et le plus loin possible. Les bushmen ne traquent jamais un animal blessé. Ils chercheront ses traces demain. Quelle journée! La chasse, le feu, cette ambiance si particulière. Mon cerveau est en ébullition. Je n'ai plus du tout envie de dormir. Il y a une drôle d'ambiance au village. On pense avoir touché un oryx car on a perdu une pointe de flèche. Mais la tradition veut qu'on ne dise rien aux femmes. Elles n'arrêtent pas de demander aux hommes comment ça s'est passé et ils répondent qu'ils n'ont pas vu grand-chose, qu'il n'y avait rien. Demain, on va partir à l'aube pour chercher des traces de sang. Si on en trouve, on pourra remonter la piste jusqu'à l'oryx et rapporter de la viande aux femmes. Mais en attendant, c'est un secret entre les chasseurs et moi. Le lendemain, les chasseurs trouvent la piste fraîche d'un oryx solitaire. Ils sont presque sûrs qu'il est blessé.
On est revenu au même endroit qu'hier. Il remonte une piste pour savoir dans quelle direction est parti l'oryx. Ils cherchent aussi des traces de sang dans l'herbe. Ils n'en ont pas encore trouvé, mais ils ont repéré des empreintes. Regardez, elles sont là. C'est là que l'oryx se trouvait hier. Après avoir été touché, il s'est arrêté. On voit des gouttes de sang par terre. L'animal devait se tenir comme ça. On n'a plus qu'à suivre les traces de sang et on sera dans la bonne direction. Il m'a montré que l'animal s'était allongé ici pour dormir. Il s'est reposé, puis il est reparti. Ils pensent tous qu'il est encore vivant. En tout cas, il a bougé. Vous voyez ce trou et le sable aplati? C'est là qu'il dormait. L'oryx est très faible. Il est juste là, dans les forêts. Il n'a plus beaucoup de force. Il ne peut plus se lever. Le poison a déjà agi et il ne peut plus bouger. Alors ils vont l'achever avec une lance. Pour eux, c'est de la nourriture. C'est une nécessité. Mais nos mondes sont très différents. C'est ce qu'ils disent aussi à l'animal. Merci de sacrifier ta vie pour en sauver d'autres. C'est bien. Ça en vaut la peine. À force d'observer les Bushmen, je comprends maintenant ce que représentait la chasse pour les premiers hommes. Un moyen de subsistance. Cet oryx n'a rien à tropher, c'est un trésor. Il va nourrir tout un village pendant plusieurs semaines. Les Bushmen sont très habiles avec leurs couteaux. Ils découpent 200 kilos de viande en seulement une demi-heure. Il doit faire vite pour que la viande reste fraîche. Les chasseurs sont en train de dépecer l'animal en petits morceaux. Ils sont tous assis à découper de longs filets comme ça. Ils vont les rapporter au village et les femmes vont les suspendre pour les faire sécher. C'est ce que l'on appelle des biltongs. Ce procédé permet de conserver la viande. Ils cuisent quelques morceaux et en mangent un peu au passage avant de repartir. Mais le but essentiel de la chasse est de rapporter la viande et de la partager équitablement. Peu importe ce qu'ils tuent, ils partagent toujours. C'est leur culture et leur tradition. Tout le monde aura quelque chose à leur retour. Voici la pointe de la flèche qui s'est plantée dans l'animal.
La flèche s'est brisée en 2 parties. Et c'est cette partie qui est restée dans la chair. Quand il est touché, l'animal bande tous ses muscles. Et c'est ça qui fait plier la flèche. Elle touche souvent un os. Et quand il se met à courir, la flèche se courbe. Voilà la toute petite flèche qui est venue à bout de cet énorme animal. Reste l'étape la plus difficile de la chasse. Rapporter la viande au village. 200 kilos portés seulement par 5 hommes. Ma part est ridicule. Les Bushmen n'abandonnent rien de l'oryx. Chaque morceau compte et aura son utilité. Ici, le gaspillage n'existe pas. La tête est un morceau de choix. Nous nous mettons en route. 4 ou 5 heures de marche nous attendent. À notre arrivée au village, nous sommes accueillis en fanfare. Les chasseurs rapportent de la viande et c'est une occasion de faire la fête. Une bonne chasse est un moment de joie dans la vie des Bushmen. Au-delà des plantes et des noix, la viande est de loin l'aliment le plus important pour eux. Puka est un sacré personnage. Il est très en forme pour son âge. Plusieurs études ont montré que les Bushmen vivaient relativement longtemps, car ils avaient une alimentation saine à base de viande. Mais aujourd'hui, leur territoire de chasse est menacé et ils ont de moins en moins accès au gibier. Les femmes sont très heureuses d'avoir de la viande. Elle dit qu'elle peut en manger sans s'arrêter. Demain, nous lèverons le camp. La saison de la chasse est terminée. Le tonnerre a grondé la nuit dernière. Les premières pluies ne devraient plus tarder. L'atmosphère est chargée d'un air humide venu de l'océan Indien. Les Bushmen ne possèdent presque rien. Toutes leurs affaires personnelles tiennent sur leurs épaules. Ce sont de vrais nomades. Dans les pays développés, nous parlons sans cesse de l'empreinte écologique que nous laissons. Les Bushmen n'en laissent aucune. Dans quelques semaines, il ne restera aucune trace de ce campement. La première fois que je suis venue en Afrique et que j'ai rencontré les Bushmen, j'ai voulu faire comme tout le monde, les sauver de la pauvreté. Mais j'ai vite compris que c'était eux qui me sauveraient d'une forme de pauvreté intellectuelle. Ils avaient tant de choses à m'apprendre. Quand je vois comment les Bushmen traitent les hommes et la nature, je suis envahie d'un sentiment de gratitude.
mais aussi d'une certaine tristesse, car je sais qu'ils font partie des derniers chasseurs-cueilleurs de la planète. L'excitation des enfants à notre retour de la chasse me donne de l'espoir. Ils meurent d'envie d'imiter leurs aînés. Tout ce qui leur manque, c'est l'occasion d'essayer. Et c'est le souhait que je forme pour eux. Thank you.